Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci aussi à Madame Christine Hello qui est avec nous, qui va co-animer les échanges avec moi. Christine est une grande spécialiste de l'éducation bilingue en famille, mais aussi dans les structures éducatives. Elle est professeure des universités à Strasbourg et puis auteure des très nombreux ouvrages dont les derniers est l'éducation, un des derniers, est l'éducation bilingue en France, politique linguistique, modèle et pratique aux éditions Lambert Lucas. Bonjour. Et puis, merci et bonjour, bien évidemment, à Fabrice Jaumont, qui est un petit peu la star de ce webinaire et qui va nous raconter beaucoup de choses autour de l'éducation bilingue dans le sens de plus d'une langue, l'éducation qui n'est pas monolingue, dans les contextes français, à New York, mais plein de sujets finalement qui intéressent également la France, bien sûr, mais aussi d'autres pays. Alors, pour démarrer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Anna Stevanato, je suis la directrice et la fondatrice de l'association Dulala, et Dulala est l'acronyme de d'une langue à l'autre, que vous entendez déjà dans ces noms, la volonté de délier les langues et puis également celle de relier ces langues, mais aussi les locuteurs, parce que derrière une langue, il y a toujours des locuteurs qui les parlent. Et la vision de notre association est celle de s'appuyer sur les multilinguismes de nos sociétés et d'en faire un levier ou une opportunité pour développer une société plus inclusive, plus juste, à partir de la valorisation de la diversité des langues et cultures des enfants et des familles. Et comment à travers la formation des professionnels, en leur mettant dans les mains des programmes, des ressources pour faire vivre cette diversité linguistique et culturelle au sein de leurs structures éducatives. Alors, Dulala en action, nous créons des ressources qui sont conçues en lien avec des chercheurs. Christine est derrière presque l'ensemble des ressources. Ressources conçues avec des chercheurs, mais aussi des professionnels de terrain et des artistes. Des ressources qui sont testées sur les terrains, donc dans un laboratoire. On anime plus de 1000 ateliers tous les ans. Et une fois que ces ressources sont validées, on va les diffuser à travers des parcours de formation en présence et à distance qu'on adresse à des professionnels de l'éducation, de la petite enfance, mais aussi de l'enseignement. Et puis, comme on a formé, accompagné plus de 9000 professionnels dans une dizaine d'années, et on a aussi un pôle réseau pour animer cette communauté, la faire vivre. Voilà. Alors, on peut voir quelques ressources que nous produisons. Il s'agit des CD, comptines, plus multilingues, mais des jeux aussi, les jeux de cette famille, des jeux de dominos, etc. Nous venons de réaliser d'ailleurs un escape game en lien avec l'Institut français. Nous réalisons également des kamishibai plurilingues. Nous faisons réaliser des kamishibai plurilingues et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Il y a également des boîtes à histoires. On travaille beaucoup avec les histoires. Tout ça, c'est visible. Vous pouvez les découvrir sur notre site internet dulala.fr. Il y a la plupart de nos ressources qui sont en accès libre. Vous voyez, on a développé également des albums multilingues, des albums qui sont un peu, qui reflètent l'image finalement d'une classe avec énormément d'enfants d'ici mais venus d'ailleurs, donc des albums avec des histoires en français, mais quelques langues qui vont s'intégrer dans les récits et qui vont apporter cette pluralité linguistique. Et avec les albums, nous avons aussi, après les albums, nous avons également
produit et mis à disposition, toujours sur notre site, des affiches autour du bilinguisme pour les parents, donc des infographies pour transmettre des informations sur les bilinguismes, sur l'éducation bilingue, et sont traduites dans tout un tas de langues. Vous pouvez les télécharger et sont faites pour vous. Et avec les affiches, nous avons aussi développé des vidéos, donc une vingtaine de vidéos en ligne, en français, mais vous les trouvez également avec des sous-titres en anglais et en arabe. Des vidéos qui souhaitent répondre à des questions récurrentes de la part des parents. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être bilingue? Quels sont les avantages, les inconvénients d'être bilingue? Et puis, pourquoi mon enfant ne parle pas ma langue? Est-ce qu'il y a un âge propice pour devenir bilingue, etc. Nous avons également des livrets, donc des outils de formation, d'information pour les professionnels de la petite enfance et de l'enseignement. Ce livret également est en ligne, en accès libre sur notre site internet. C'est un livret qui est assez succinct et qui permet de poser finalement des informations théoriques sur les développements du langage chez les enfants qui grandissent avec plusieurs langues, sur comment accueillir, par exemple, des enfants qui ne parlent pas français ou qui sont en train d'apprendre le français. Et puis, comment travailler avec des langues qu'on ne parle pas. C'est une question très récurrente de la part des professionnels. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement, facilement, dans sa propre structure éducative. Voilà, c'est tout ça pour présenter Dulala de façon assez synthétique. Je passe la parole à Christine pour le sondage. Nous aimerions vous passer la parole et donc vous proposer un petit sondage auquel nous allons vous demander de répondre et nous commenterons les résultats de vos réponses à ce sondage tout au long de ce webinaire. On va partager les résultats avec tout le monde. Donc, à quel niveau scolaire devrait-on commencer un enseignement en 2 langues? Je vois qu'il y a énormément de participants qui le souhaitent en maternelle. Est-ce que ça t'étonne, Christine? Non, ça ne m'étonne pas parce que ça correspond aux résultats de recherche. En fait, on peut commencer très tôt l'enseignement bilingue et ça permet justement d'ouvrir l'enfant dès le départ à 2 langues et 2 cultures et à apprendre les différentes disciplines scolaires, même en maternelle, hein, dans les 2 langues. Donc, en fait, ce qu'on met en place en maternelle, c'est une culture du bilinguisme. Combien de langues un élève devrait-il pouvoir maîtriser à la fin de la scolarité? Donc, 60% disent 3 langues. Oui, là, je pense que les personnes qui ont répondu ont tout à fait raison, hein. C'est d'ailleurs les objectifs de la Commission européenne depuis cette réunion à Barcelone, que tous les citoyens européens, enfin tous les élèves européens devraient maîtriser 3 langues, 2 langues autres que leur langue maternelle en fin de scolarité. Combien de langues parlez-vous régulièrement à la maison? Anna, qu'est-ce que tu en penses? Combien de langues parlez-vous régulièrement? Alors là, chez nous, c'est... personnellement, je n'ai pas répondu, mais on en a 3 à la maison. Donc, on voyage, on passe du français à l'italien, au vénitien. Et alors, là... Chez moi, c'est 3 aussi. C'est le français, l'anglais et le franglais. D'accord. Pas mal. Et chez toi, Christine? Avec les enfants, les petits-enfants, oui, c'est de 3 à 4, le français, l'anglais, l'espagnol, et puis il y a d'autres langues aussi, comme le basque, par exemple. Dernière question, en quelle langue aimeriez-vous avoir une éducation bilingue? Alors, est-ce qu'on voit les résultats? 67% langue étrangère, 28% langue parlable à la maison, 5% langue régionale. Christine, ça t'étonne?
Non, ça ne m'étonne pas parce que en premier, pour les langues régionales, elles sont tellement peu parlées en France aujourd'hui que ça reflète en fait le nombre de personnes qui sont en contact avec ces langues. Mais je vois un très fort pourcentage pour les langues familiales, hein. Et ça, je trouve que c'est très important parce que justement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éducation bilingue encore en place pour prendre en compte les langues des familles. Mais justement, l'objectif de l'association du Lala, c'est de produire du matériel pour toutes ces langues familiales, c'est-à-dire pas seulement les langues étrangères, mais également les langues parlées en famille qui ne sont pas présentes forcément à l'école. Donc ça, c'est très intéressant comme résultat, hein. Il y a un réel désir dans les familles d'un soutien de l'école pour maintenir ces langues familiales et ces cultures familiales vivantes et faisant partie des apprentissages. Et légitimer toutes ces connaissances linguistiques, mais aussi interculturelles, dont les enfants sont porteurs. Donc, c'est valoriser finalement leur savoir, savoir-être, savoir-faire également. Et tout ça, ça permet de booster la confiance dont un enfant a besoin aussi pour réussir à l'école. Et surtout d'éviter que les enfants aient honte de leur langue familiale et de leur culture familiale. Très important que ces langues aient une présence à l'école, dès le plus jeune âge. Ça fait une bonne introduction finalement à ce que je vais raconter comme histoire, non? Oui, alors je vais te présenter, Fabrice, parce qu'on Oui, ne t'a pas présenté. c'est gentil. Alors, Fabrice, mais qui es-tu, Fabrice? Donc, Fabrice a été surnommé par les New York Times le parrain des programmes d'immersion linguistique. Fabrice est attaché des coopérations éducatives auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Au cours de ce webinaire, tu vas nous présenter ton livre, La Révolution bilingue. Et donc, tu vas nous parler finalement de ces filières bilingues aux États-Unis, comment elles sont structurées, et grâce notamment à l'intervention, à la participation des parents. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, je vais en quelques minutes vous parler de tout ça en expliquant et en offrant le contexte de New York comme un petit peu toile de fond. Alors, moi, je suis très heureux de le faire déjà avec vous, déjà avec vous deux. Quel honneur. Puis avec Dulala, que je connais depuis très longtemps et j'admire le travail de Dulala. Moi, je suis un parent de petites filles qui sont ici nées à New York. Ma femme est française et on parle finalement, voilà, ces trois langues, le français, l'anglais et le franglais à la maison. Et puis, elles vont dans une filière bilingue, une école publique pas très loin d'ici, PS 110, où elles vont dans une école primaire suivre l'enseignement public de New York en français et en anglais. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, ma femme et moi, de pouvoir savoir que nos filles vont rester nos filles, déjà. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez profond en tant que parents. Et que nos filles vont aussi pouvoir parler à leurs grands-parents. C'est ce qu'elles font sur Skype le dimanche ou en envoyant des cartes à Noël ou des choses comme ça. C'est quelque chose finalement qu'on ne veut pas perdre. Il faut se rendre compte de cet aspect-là. C'est quand on vit en expatriation ou en une situation d'immigration, on peut perdre tout ça. Et finalement, le fait de le voir de cette manière-là, moi, m'inspire beaucoup et ça inspire énormément de parents aussi autour de nous qui souhaitent tout faire pour préserver ce patrimoine linguistique. Donc la grande question qu'on se pose tous ici, et qui est le fondement du livre, mais aussi d'un mouvement de parents, c'est comment faire pour que toutes nos langues, toutes ces langues qui évoluent autour de nous, elles soient finalement transmises, elles soient préservées, elles soient partagées aussi avec d'autres personnes. Donc c'est cette grande question qui fait qu'avec d'autres parents, on s'est mis à faire ce qu'on appelle la révolution bilingue. Mais il faut d'abord expliquer ce que ça veut dire. Alors, révolution bilingue, c'est le contraire de révolution monolingue, dans le sens, c'est tout ce qui est contre le monolinguisme. Ce que Greg Roberts, qui est un bon ami, disait, c'est que le monolinguisme, c'est l'illettrisme du XXIe siècle. Donc, en gros,
il faut arriver, dans certains pays, à changer cette approche éducative monolingue et ouvrir finalement à créer des environnements qui vont permettre un meilleur respect des cultures d'origine, des langues d'origine, des patrimoines linguistiques, puis faciliter ce dialogue entre les parents, les éducateurs, pour que finalement on ait mis toutes ces langues d'égal à égal et qu'on respecte et qu'on encourage cette diversité linguistique. Donc ça, c'est un petit peu la base de cette révolution bilingue. Une autre bonne amie, Ophélia Garcia, alors c'est pas le parrain, c'est la maman du bilinguisme ou de l'éducation bilingue aux États-Unis. Voilà ce qu'elle dit finalement sur cette révolution bilingue, c'est une éducation bilingue qui redonne le pouvoir aux communautés ethno-linguistiques et à leur désir d'instruire leurs enfants en 2 langues. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, est en train de vraiment transformer les choses. Bien sûr, c'est un pays multilingue de par sa nature et son immigration, mais son système éducatif est finalement, surtout d'ailleurs depuis une trentaine d'années, essentiellement monolingue. Mais on voit qu'il y a une espèce de tournant et que de plus en plus de parents, de familles souhaitent finalement qu'on enseigne en mode bilingue ou plus d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à observer. Donc la vision que je voudrais partager avec vous, finalement, c'est que c'est une approche qui peut être viable pour le 21e siècle. Je pense que le développer des structures bilingues ou plus a un avantage sur nos sociétés. Comme on est en train de réfléchir à ce que l'éducation post-Covid va être, c'est peut-être l'occasion de se poser ces questions-là, se dire est-ce que finalement on ne pourrait pas en profiter pour faire évoluer cette approche du bilinguisme et de l'éducation plurilingue dans d'autres pays, en commençant par les États-Unis, bien sûr. Mais j'imagine qu'en France, on se pose aussi ces questions-là. Donc, l'idée est bien sûr d'investir dans nos patrimoines linguistiques. C'est aussi de miser sur nos citoyens du monde plurilingues, multilingues, capables de comprendre plusieurs langues. Mais c'est une vision, comme tu disais, Anna, qui fait que les parents sont aussi sont au centre du changement. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'influencer les systèmes scolaires et d'amener finalement ce désir d'en faire concrètement des structures bilingues. Donc ça, c'est ce qui nous a ici permis d'avancer dans différentes communautés linguistiques avec des programmes bilingues, des filières bilingues, non seulement en français, mais aussi en italien, en allemand, en espagnol, en chinois, en arabe, et je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Voilà, cette vision-là, en tout cas, elle souhaite donner finalement plus de pouvoir aux familles, aux groupes linguistiques, alors de diverses manières. C'est d'abord en éduquant, en expliquant les bienfaits de ces approches. Et ça, je vous montrerai ce que ça veut dire aussi, éliminer tous ces clichés, éliminer les mythes qu'on peut se faire. C'est aussi accélérer cet accès au savoir, éduquer les éducateurs, c'est parfois quelque chose de nécessaire. Et toujours mener, comme du Lala, finalement, des campagnes d'information qui visent finalement à rassembler autour de ce projet le plus de monde possible. Alors, il est important d'expliquer ce que l'éducation bilingue veut dire, en tout cas dans la langue dominante, l'égalité des chances. Ça, c'est une notion très importante ici, c'est la question de l'égalité des chances à être capable d'évoluer dans plusieurs langues, même quand on n'est pas issu de la langue dominante. C'est aussi maintenir le patrimoine linguistique, comme je l'expliquais pour ma famille. C'est quelque chose qui est souhaitable. En tout cas, je sais que tous les Français que je côtoie ici ont envie de maintenir la langue. C'est quelque chose de profond, d'ancré en nous, mais c'est aussi un sentiment qui est partagé par toutes les familles de toutes les communautés linguistiques. Donc là, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre et qui s'associe très bien finalement
à cette autre envie qu'on retrouve de plus en plus dans les familles monolingues anglophones aux États-Unis, qui est de comprendre les avantages, les bienfaits du bilinguisme sur le cerveau, sur les développements cognitifs. Et ça, on en lit aujourd'hui dans la presse américaine chaque semaine un nouvel article qui va dire les avantages, les bienfaits du bilinguisme sur le développement de nos enfants. Et ça, c'est une autre compréhension de ce que l'éducation bilingue peut apporter. Finalement, un autre argument que j'entends très souvent et de plus en plus, c'est ce lien entre être multilingue et les opportunités professionnelles que ça amène. Et c'est peut-être un angle un peu restrictif, mais moi, peu importe, d'une certaine manière, c'est qu'on choisisse l'argument économique ou cognitif, ou le patrimoine linguistique, ou l'équité, l'objectif est commun, c'est dans le sens où on veut finalement construire une société multilingue et donner un plus grand accès aux langues et aux cultures qu'elle représente. Il est important aussi de rappeler certains points, c'est-à-dire que j'entends souvent encore, même chez les éducateurs, voilà, on va recommander à une famille de ne pas pratiquer la langue de la maison parce que ça créerait quelques confusions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éliminer complètement. Il faut tordre le cou à ces mythes. Être bilingue ne nuit pas au quotient intellectuel d'un enfant. Hein. Ça, c'est quelque chose de qui peut surprendre, mais qu'on entend toujours. Ça ne ralentit pas le développement verbal. On a souvent interdit à des familles de pratiquer la langue à cause de ces idées préconçues. Et l'autre chose, c'est que c'est quand même c'est pas superflu d'être bilingue ou d'être trilingue. C'est quelque chose de très important et sur lequel on devrait vraiment miser beaucoup plus. L'autre chose, c'est que, et je vois ici aux États-Unis, mais je pense que ça se retrouve en France, c'est pas un tabou de parler sa langue. Ça peut pas être un tabou de parler sa langue. Et malheureusement, et je vois dans de nombreux cas, souvent j'entends des gens qui sont attaqués, agressés parce qu'ils parlent leur langue dans la rue. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arriver finalement à combattre. L'autre chose, c'est que finalement, c'est pas un privilège. On n'a pas besoin, par exemple, quand je parle dans un terme scolaire, de payer des frais de scolarité gigantesques pour élever un enfant dans un programme bilingue. On peut y arriver grâce au système public. Donc voilà, c'est pour moi important de dire que c'est la nouvelle norme. En tout cas, elle doit commencer avec nos enfants, nos plus petits, et on doit tout faire finalement, œuvrer ensemble pour changer ces approches. Donc là, je vais vous montrer en quelques minutes les expériences et les personnes derrière ces expériences, les visages aussi. Ce programme que je vous montre est à Brooklyn. Il existe depuis 30 ans. Il est proposé en espagnol. Et les deux dames que vous voyez là, une est directrice, l'autre est parent d'élèves. Elles ont fondé l'école. C'est une école publique et elle sert des milliers d'enfants qui parlent espagnol à la maison ou ils apprennent l'espagnol à l'école dans des filières double langue, en immersion dans les deux sens, ou dans la classe, finalement, on apprend 50% du temps en espagnol et 50% du temps en anglais. C'est ce que mes filles font d'ailleurs avec le programme bilingue en français, c'est 50% du temps dans les deux langues. Mais la communauté hispanophone des États-Unis est parmi les pionnières de l'éducation bilingue. Et c'est grâce à leurs efforts, leurs combats, qu'aujourd'hui, finalement, l'éducation bilingue est devenue presque normale, acceptée de tous. Mais ça ne l'était pas au départ. Certains ont dû se battre, d'ailleurs, pour arriver à monter des filières bilingues. Là, c'est l'exemple de familles russes avec lesquelles j'ai travaillé. Et elles ont carrément dû se battre
aller au tribunal pour revendiquer leur envie de monter une filière bilingue anglais et russe dans une école publique de Brooklyn. Elles ont gagné ce combat et elles sont aujourd'hui en train de proposer d'autres programmes ailleurs. Alors c'est quand même assez symbolique, le russe, surtout aux États-Unis. Donc imaginons bien sûr ce contexte-là aussi. Hein, c'est parfois plus difficile pour certaines communautés linguistiques que pour d'autres. J'ai un autre exemple, bien sûr, qui est celui de l'arabe. Et là, c'est à la fois une histoire très, très joyeuse et aussi une histoire assez triste, car il y a deux écoles. Alors, on avait le New York Times, comme tu disais, Anna, c'est formidable, le français dans les programmes bilingues, c'est exceptionnel, tout le monde était content, alors que eux ouvraient en même temps un programme d'arabe et d'anglais dans une école publique à côté de l'école où on était. Ils n'avaient pas le New York Times, ils avaient le New York Post, qui est un peu l'équivalent extrême, qui leur disait « mais c'est un scandale, pourquoi ouvrir un programme d'arabe? Nous allons endoctriner ces enfants. » Et vous aviez des parents, disons, certaines personnes à l'extérieur de l'école avec des panneaux en train de revendiquer arrêter les madrassas. Les madrassas, c'était, voilà, l'école publique devenait une madrassa. Bref, cette école-ci, dont vous voyez les photos, a réussi à surmonter ces obstacles et à proposer un programme dénoué de toute politique, religion, etc. Tout ça, c'est resté à l'extérieur. C'est un programme qui suit le curriculum de New York en arabe et en anglais et qui est proposé à des enfants arabophones et non arabophones dans un modèle 50-50. Et ça marche très bien. Il y a plusieurs histoires encore que je voulais vous montrer. Celle-là, c'est l'histoire, j'ai une petite vidéo à vous montrer là-dessus. C'est l'histoire de maman, vous voyez, tout ce rassemblement. Elles se sont mis en tête qu'elles allaient ouvrir un programme bilingue japonais-anglais, le premier à New York. Voilà, elles sont venues me parler. Et finalement, elles ont été très efficaces, très bien organisées. Elles ont été rendre visite à une école de Bushwick, à Brooklyn, qui est un quartier absolument pas japonais. C'est d'ailleurs un quartier essentiellement portoricain, mais en convainquant la directrice, qui elle-même n'était pas japonaise, hein, elle était portoricaine. Alors, vous avez une vidéo qui va parler mieux que moi de tout ça. Je vous la mets. We are the only school in the entire Department of Education that hosts the first Japanese dual language program. The children are learning Japanese and English through all of the subjects. アメリカ人の先生のコーティーチャーと、あと日本人の先生が2人体制で、だいたい半分が日本語で、半分が英語で勉強してます。日本語のバックグラウンドがある子どもたちと、そうじゃない子たちが一緒のクラスで学習しています。I believe in the power of bilingualism. When children are proficient in two languages, their cognitive development is at a much higher level. Bilingual students have better results in math than monolingual students on those standardized tests. That's been proven by a number of studies. Being bilingual is not just about languages, it's so much more. クリエイティビティ、答えがないものに対してそれを答えを導き出す力っていうのがすごくあるなっていうふうに感じます。You're tapping into different parts of the brain as you're speaking two languages. So your brain is more active. Starting in kindergarten and pre-K is a great age for children to start to learn a second language. It actually sinks into your brain much more and it's much more natural. 毎日日本語に触れているっていうのはすごく大きいと思います。すごい勢いで習得してます。英語が遅れていることも全然なくて、学ぶことをすごく楽しく感じてるみたいです。When you really think about it, it is a specialized program. The students do exceptionally well.
違った言語を学ぶことで、世界の違う国とか文化とか考え方、やっぱりいろんなことを考えさせるきっかけになると思うんですよ。It really opens your mind to the world outside. And it doesn't just open your mind, but it opens your heart. They show greater empathy, respect culture, respect others, and generate tolerance and greater understanding for others. She has the opportunity to see the world through many different eyes. 日本語が自分ができるっていうことがすごく嬉しい。誇りに思えているように思います。これからの世の中を良くしていける子どもたちを育てることができるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。もっと面白く、もっと楽しく、もっと意味があるようなカリキュラムになるようにっていうのは常にチャレンジしながらやってます。やっぱ子どもたちが日本語が好きって言ってくれるのがすごく嬉しいです。すごい私やっててよかったなっていうふうに思います。Through this JDLP program, I personally have gained a lot of very close friends. 2015年に保護者の熱い声でできたプログラムです。Parents are our partners. I feed off their energy. Because it's so grassroots, parents have to be involved. And in that way, families do come together. When the children see that the parents are building a community, they build their own community as well. They're like brothers and sisters. 子育てっていうのは学校だけじゃなくて家庭とコミュニティとみんなが集まってやることでより素晴らしいものができると思うんですね。でそれの理想形が今ジオナナであるんじゃないかなっていうふうに感じます。To see them thrive in this program, it just floors me. It makes me so happy. この子たちが日本とアメリカで世界をつなぐ架け橋になってくれたら嬉しいです。I can't think of a better way of teaching our children. Voilà, j'aime toujours regarder cette vidéo, moi elle m'inspire toujours encore. Je voulais la partager avec vous. Et elle parle vraiment bien à la fois du rôle des parents dans ce montage de filière, de la passion des enseignants impliqués et même aussi de cet engouement de la part de la directrice qui croit fermement au bienfait du bilinguisme. Alors, on est dans une école publique, dans un quartier défavorisé de New York. Il faut savoir, la petite histoire, que la première dame du Japon est même venue rendre visite à ce programme et a donné un chèque de $30,000 pour soutenir cette initiative. Mais on voit des enfants qui ne parlent pas japonais à la maison, d'ailleurs qui parlent espagnol à la maison, qui viennent apprendre en anglais et en japonais. On voit des Japonais qui viennent, eux, apprendre en anglais et en japonais. Bref, il y a un vrai brassage. Et c'est bien plus qu'un brassage linguistique. On sent qu'il y a une vraie compréhension des autres, une tolérance, un respect. Et ça, je voudrais qu'on revienne là-dessus un peu dans la discussion. Je vais d'abord vous montrer quelques autres exemples. Là, c'est l'histoire d'un lycée qui a proposé le chinois comme langue. C'est assez rare de voir des lycées qui continue. Il y a un problème de continuum dans le sens où on trouve énormément de filières bilingues à l'école élémentaire. Ensuite, on en trouve quelques-unes au middle school, au collège. Et ensuite, de moins en moins au lycée. Mais celle-là a fait le pari du bilinguisme dans un lycée public. Et finalement, c'est devenu un des meilleurs lycées aux États-Unis. Donc, comme quoi, il y a aussi ce lien entre éducation bilingue et excellence. Parce que bien sûr, beaucoup disaient au départ, qu'est-ce que c'est que cette école? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Finalement, ils n'y croyaient pas trop, mais aujourd'hui, on fait la queue pour y entrer. Voilà.
Pour ce qui est de l'histoire du français, c'est aussi important à vous l'expliquer, parce qu'il y a à peu près 1,3 million francophones aux États-Unis. Donc, à New York, près de 120 000, mais ça représente quand même énormément d'enfants qui évoluent dans des maisons où on parle français et pour lesquelles il y a finalement très peu de solutions. Il y a certaines écoles privées, des lycées, avec un programme homologué par l'Éducation nationale française, mais ça ne sert qu'une toute petite partie de cette population. Après, il y a besoin d'imaginer une alternative publique. C'est sur ça que, finalement, on essaie de faire la révolution aussi, c'est de multiplier le nombre d'écoles pour pouvoir servir à la fois les francophones, mais aussi les non-francophones, puisqu'encore une fois, on est dans un système où deux groupes linguistiques sont dans la même classe et partagent leur temps et partagent le temps de l'institutrice ou l'instituteur en deux langues. Là, c'est la petite carte des écoles actuellement où on trouve des filières francophones aux États-Unis, mais vous voyez, ça représente 60 000 enfants à peu près servis. On est encore loin du compte sur les 250 000 enfants aux États-Unis qui parlent français. Donc voilà, c'est important aussi pour maintenir cette francophonie et ce patrimoine linguistique. Et vous le comprenez, j'imagine, très bien. C'est la même histoire pour d'autres communautés linguistiques. Une initiative avec laquelle j'ai travaillé pour soutenir un programme d'allemand à Brooklyn qui a vu le jour il y a quelques temps. C'est une bonne nouvelle pour la communauté germanophone. Idem pour le coréen. Donc là, énormément de mamans s'intéressent. Souvent, elles sont mariées à des Américains, mais elles s'intéressent à maintenir la langue dans la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, hein, le rôle des mamans. Les mamans, c'est pas que les papas ne jouent pas de rôle, c'est simplement que les mamans ont un réel pouvoir, finalement, dans ce processus. Et elles jouent un grand rôle dans la transformation des écoles et surtout des écoles et du multilinguisme. Je suis de près l'initiative de Famille Grecque qui lutte pour réussir à convaincre le système de New York à proposer un programme grec-anglais. Alors, ils sont des milliers, ils se réunissent sur Facebook, ils sont très actifs. Malheureusement, ils n'ont pas encore réussi à vaincre cette espèce de, comment dire, c'est pas une ignorance, mais il y a un refus, un rejet, un mur qui fait que voilà, leur initiative ne marche pas. Et quand j'utilise le mot mur, mais là j'utilisais derrière, vous voyez la photo, le pont. Et pour moi, ces filières bilingues sont réellement des ponts entre communautés. Et c'est important de le dire, surtout en ce moment, au contexte américain, l'histoire des murs, je vous passe les notions politiques, mais on est vraiment dans la construction de ponts et non de murs. Idem pour les familles polonaises. Là, j'habite dans un quartier polonais où, finalement, pendant très longtemps, les familles s'organisaient le samedi dans des structures de langue d'héritage. Et puis, finalement, petit à petit, elles se sont mises à s'organiser, à proposer des programmes, des filières bilingues au sein des écoles publiques. Les Italiens également, et j'ai une autre vidéo à vous montrer, très impressionnante, la manière avec laquelle ils ont communiqué leur envie, et c'est pour essayer de convaincre les familles à rejoindre leur initiative. Là, c'est une toute petite vidéo de 2 minutes, mais encore une fois, ça montre à quel point les parents, quand ils sont organisés, quand ils sont vraiment motivés, peuvent atteindre les sommets. Voilà. I have 3 kids. And I started speaking Italian to my kids from day one. And it's been working okay until they started going to school. That's where I understood that it was really important to find a school that had Italian, and we could find none. The project was started by 2 families and has managed to reach many more in all the boroughs. What I was hearing was, oh, you know, if there is no demand, it means there are no Italians that want to learn Italian. So it's been quite important for us to show everybody, no, hey, guess what, we're here.
We managed to convince the Department of Education to create an Italian dual language program in Manhattan, but we don't want to stop here. There's a lot of families in other boroughs, and it would be awesome if they could create the same opportunity in different boroughs. What's interesting about this possibility of an Italian school in New York is that 50% would be Italian kids, and the rest would be kids whose language is not Italian. So this whole exchange of diversity of thought is something that we are really missing in this world, and to be able to offer that in a public school environment in New York City would be just possibly for me a dream come true. It's really important to me to find a good school community because she's multicultural, multiracial. We want her to be in an environment where both sides of our own identity kind of recognize and met. For us, it's extremely important that he has a bilingual education because it's a way to make him hopefully a better citizen of the world. Join the bilingual revolution. Donc l'idée, alors cette vidéo, elle est pour moi très belle. Elle est venue des parents eux-mêmes. C'est leur propre initiative pour se servir aussi des réseaux sociaux pour attirer vers eux, rassembler, convaincre, ce qui fait que très rapidement leur initiative d'un petit groupe de mamans est devenue une vraie révolution, la rivoluzione comme ils l'appellent. Et c'est intéressant aussi de voir que avec tous les Italo-Américains qui habitent aux États-Unis depuis une centaine d'années, qui avaient un petit peu rejeté la langue italienne, finalement, on se rend compte d'un retour, ce qu'on disait au départ, un retour vers un intérêt qui revient vers la langue italienne, même auprès de familles qui ont perdu la langue il y a très longtemps pour diverses raisons. Donc ça, c'est intéressant à constater. Donc, un petit mot sur CALEC, la fondation que j'ai montée avec d'autres personnes l'année dernière, qui essaie de miser sur ça, de former les parents, de leur donner des ressources, d'expliquer ces histoires, de leur faire aussi comprendre qu'ils peuvent y arriver eux-mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, les parents sont au centre du changement et en leur donnant les atouts, ils peuvent réussir à convaincre, réussir à transformer leur école. Donc ça, c'est le travail de cette fondation. On essaie de publier pas forcément des livres d'experts, mais tout type de livres qui apportent quelque chose sur ces sujets du multilinguisme, que ce soit à la maison, que ce soit dans un environnement professionnel, etc., etc. Différents aspects, points de vue, perspectives qui permettent finalement de faire avancer les choses et justement de donner accès à ce savoir. On partage bien sûr de nombreux témoignages, des vidéos de parents qui ont réussi leur initiative, de directeurs d'école qui partagent leur point de vue et on propose surtout ce que j'appelle la feuille de route, ce qui est quelque chose que vous trouverez dans le livre, mais aussi qui est téléchargeable sur le site. Ça permet un peu de donner les étapes à suivre à un groupe de parents qui souhaiteraient se lancer dans ce genre d'initiative. Alors, c'est conçu dans un contexte new-yorkais, mais je crois que ça peut être réplicable. Et comme le livre a été traduit dans une dizaine de langues aujourd'hui, eh bien, il se trouve cette carte routière, elle est utilisée dans d'autres contextes. Elle est adaptée, certainement. Elle est utilisée dans d'autres contextes. Donc, elle permet, en tout cas, de découper étape par étape ce qu'un groupe de parents devrait faire pour essayer de convaincre, de sensibiliser et de mener à bien une initiative. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est aussi expliquer à partir d'un point de départ comment démarcher les écoles, démarcher les commerces, démarcher les associations parentales, les institutions religieuses, comment démarcher la presse pour finalement former un groupe qui grandit et qui gagne
en puissance et qui est convaincant, avec un argumentaire très convaincant. Ça, ce sont des étapes que je ne vais pas expliquer ici parce que ça nous prendrait 3 fois plus de temps, mais avec l'ambassade, on est en train de les expliquer. On organise d'autres webinaires de ce style en anglais, on en fera d'autres en français. Et vous pouvez toujours rejoindre ces webinaires. Il y en a un autre la semaine prochaine. C'est pareil, c'est gratuit, c'est par cette plateforme Zoom. Et donc, vous trouverez les informations, je vous les donnerai à la suite de ce webinaire. Il y a d'autres choses que je voulais vous présenter. C'est le podcast qu'on a lancé avec le journal French Morning il y a 2 ans de cela. Vous reconnaîtrez Christine, qui a été interviewée en premier, mais on parle de tous les sujets en français cette fois-ci, différents points de vue. Et on parle du cerveau, on parle de l'école, on parle de la société en général. Donc, je vous invite à écouter ces épisodes. Un petit mot sur New York in French, qui pareil, qui est une plateforme qui sert aussi aux francophones et aux francophiles à New York de se retrouver. Encore une fois, l'idée est de tisser des liens, que les parents se retrouvent et à partir de là, qu'ils se mettent à devenir des entrepreneurs de l'éducation, dans ce sens où ils sont là pour amener ce changement et inciter la création de filières. Voilà, donc pour conclure, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines leçons que j'ai tirées moi de ces initiatives. Ça fait maintenant 15 ans que je les vois et que je les suis, c'est qu'il faut arriver à créer ces partenariats entre les autorités éducatives qui s'engagent à ce genre de changement. Ça serait difficile à mener si c'était l'inverse. En fait, il n'y avait aucun engagement ou une fermeture totale. Il faut que les enseignants qui s'y sont impliqués le soient de manière à la fois dévouée, j'allais dire, ou alors peut-être convaincus par cet enseignement en plusieurs langues. Donc là, il y a tout un volet sur les enseignants, sur la qualification, sur la formation qu'il faudrait discuter. Et bien sûr, il y a toujours ce rôle, cette implication incessante des parents, comme je l'expliquais. En fait, les écoles qui accueillent ces programmes, moi, c'est ce que je constate, c'est qu'elles y gagnent toujours. Elles tirent parti de la diversité des populations qu'elles accueillent et qu'elles servent. Elles tirent parti de la diversité des enseignants qui incorporent leurs différences culturelles et linguistiques dans la pédagogie. Bref, il y a toujours un avantage et c'est un très beau modèle, une très belle vision qui fait qu'on devrait vraiment tous y réfléchir. Pour moi, aussi, la chose sur laquelle je reviens toujours en partant de mon expérience personnelle ici, c'est que ces parents d'origine diverses deviennent ces bâtisseurs d'opportunités dans le domaine de l'éducation bilingue, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi finalement pour de tas de familles qui ne parlent pas leur langue. Je vois dans la classe de mes filles, il y a énormément d'enfants non francophones qui finalement quotidiennement apprennent le français. Et c'est grâce à cette démarche de famille française finalement qu'on en est arrivé là. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite dans toutes les langues. Voilà, pour moi, c'est ça la conclusion. Cette révolution bilingue, elle est pour tous. Elle se veut... c'est un modèle équitable, inclusif et qui à la fois renforce l'héritage linguistique, comme c'est le cas pour ma famille, mais qui permet aussi plus que des langues. C'est mieux se comprendre, mieux se connaître son origine, aussi connaître qui nous sommes, renforcer nos liens entre nos familles, nos parents, nos amis, les autres, ces liens de communication qui sont essentiels. Et à la fin, je pense que le plus important, c'est que ces programmes favorisent réellement le respect, la compréhension mutuelle, la tolérance, et finalement, ce sont des vecteurs de paix. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter pour nos sociétés. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, je le visionne. Et j'espère en tout cas vous avoir un peu convaincu. Là, je vous laisse mon adresse mail pour le contact. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui sont là. Continuer l'échange après ce webinaire. Et puis là, aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions.
Merci beaucoup, Fabrice. C'était passionnant. C'était vraiment très, très intéressant. Ce que je trouvais vraiment très intéressant, Fabrice, dans ta présentation, c'est comment finalement les parents peuvent transformer l'école. Ce pouvoir citoyen, finalement, qui ont les parents pour pouvoir voilà, penser collectivement l'éducation de leurs enfants. Ce qui est très inspirant. Merci. Et puis comment finalement on peut transformer en ressource quelque chose qui est ressenti encore par beaucoup comme un obstacle, un handicap. Donc ça c'est aussi important, je pense. À quand une révolution bilingue en France? J'ai envie de poser tout de suite cette question. Christine, est-ce que tu as une réponse? Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on peut parler de révolution bilingue en France, mais il faut savoir quand même qu'il existe beaucoup de programmes bilingues, plurilingues, mais peut-être le terme n'est pas utilisé, enseignement bilingue n'est pas très largement utilisé. On parle beaucoup plus en France d'enseignement des langues, de didactique des langues, etc. Mais en fait, il existe un très grand nombre de programmes. Par exemple, en Alsace, moi je suis à Strasbourg, en Alsace, environ 16% des enfants commencent un enseignement à 50% en allemand, 50% en français, dès la maternelle, dès la moyenne section, c'est-à-dire dès l'âge de 4-5 ans. Et il y a des programmes comme celui-là, français-allemand, en Bretagne, dans les régions d'Aquitaine, au Pays Basque en France, en Corse, etc. Ça concerne principalement, bien évidemment, ce qu'on appelle les langues régionales en France. Et ce sont des programmes 50-50, mais qui sont différents de ceux de New York. Je trouve ce qui est très intéressant dans ces programmes de New York, c'est que 50% des enfants parlent, plus ou moins viennent de la culture japonaise, par exemple, et parlent japonais à la maison, et 50% ne parlent pas la langue, sont des anglophones ou des hispanophones. Donc les enfants partagent ces langues et apprennent ensemble. Ce modèle n'est pas vraiment en place en France, mais il en existe d'autres. Donc, 50-50, enseignement dans 2 langues en même temps, dans les langues régionales. Après, dans les autres langues, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes. Il y a ce qui s'appelle les sections européennes, les sections internationales, etc. Mais là, ce n'est pas 50-50. Donc, c'est beaucoup moins l'enseignement de différentes disciplines dans la langue étrangère ou européenne, c'est seulement 1 ou 2 disciplines. Donc, c'est 10, maximum 20% du temps scolaire d'apprentissage dans l'autre langue. Donc, on peut considérer que c'est aussi de l'enseignement bilingue, mais c'est quand même beaucoup moins important en termes d'input de langue et d'apprendre des savoirs dans cette langue. Donc, en fait, voilà, pour résumer, il existe beaucoup de choses en France, mais qui n'ont pas forcément cette terminologie enseignement bilingue, donc on ne se rend pas compte de toutes les possibilités qui existent à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a eu de gros changements qui ont eu lieu. J'ai mis, je vous enverrai tout à l'heure un lien avec des références que j'ai reçues de à peu près tout le monde, notamment Chantal Manès, que je salue, qui m'a envoyé des tas de liens, l'Académie de Besançon, qui m'a envoyé des liens, et des ouvrages que je citerai sur la page récapitulative, mais on voit que là, et je le sens, c'est qu'on est à un tournant en France, il y a enfin une évolution, quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques années, et je crois que c'est de bon augure pour nous tous, en tout cas pour des familles comme la mienne, qui vivons à l'étranger, beaucoup se posent la question du retour en France, et forcément, que fait-on quand nos enfants ont évolué dans des systèmes comme ça bilingues, que trouve-t-on au retour en France? Donc, est-ce qu'on perd tout ça? Est-ce que c'est vraiment perdu d'ailleurs? Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a besoin de réfléchir tous ensemble. En tout cas, je vois l'avantage que ça apporte
et la transformation que ça apporte sur les systèmes éducatifs ici, des systèmes qui ne marchent pas forcément très bien hein, et qui n'ont pas non plus de résultats académiques mirobolants, mais on sent que la création de filières bilingues dans ces écoles les transforme complètement. Et les résultats académiques des enfants explosent, les familles sont impliquées, les éducateurs se forment, se passionnent de ces sujets. Bref, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour faire une meilleure école. Je suis entièrement d'accord. En regardant cette vidéo d'enseignement bilingue anglais-japonais, par exemple, je regardais ces enfants et je me disais, je vais beaucoup dans les classes en France et je ne critique absolument pas les enseignants. Je vois beaucoup d'enseignants qui font beaucoup de choses fantastiques, mais je me disais quand même que tous ces enfants qui s'ennuient à l'école, et s'ils avaient un enseignement bilingue japonais-français ou chinois-français ou espagnol-français, il me semble qu'ils seraient très stimulés, beaucoup plus stimulés hein, et pas tout le temps confrontés à ces difficultés d'apprentissage de la langue française, de l'orthographe, de la grammaire que bien évidemment il faut acquérir à l'école, mais je me disais que ça les sortirait un petit peu si la moitié du temps scolaire ils étaient dans une autre langue, dans une autre culture, eh bien ce ne serait pas cette focalisation sur l'apprentissage d'une seule langue qui les met dans une forme d'insécurité linguistique. Il y a vraiment une ouverture là, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ta présentation, hein. C'est la question des valeurs dans l'éducation bilingue, cette ouverture à l'autre, la création des ponts, on détruit les murs et l'enfant il acquiert ça dès sa plus jeune enfance. Et bien évidemment, culturellement et au niveau de l'identité, un enfant qui apprend dans 2 langues, comme ici en Alsace, en allemand et en français, bien évidemment, ça a un impact sur son identité. Il n'a pas la même identité qu'un enfant, je dirais, enfermé dans une seule langue. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est aussi une école de la paix. Tu as tout à fait raison. Il y a une participante qui a posé une question intéressante, enfin, il y en a plein de questions intéressantes, mais il y a une question qui dit, à partir des connaissances actuelles, pourrait-on imaginer une école plurilingue? Une école qui serait en capacité d'intégrer toutes les langues proposées par les familles? C'est une excellente question. Hein. Ça permet aussi de répondre à la comparaison entre la France et ce qu'on vient de voir de la révolution bilingue aux États-Unis. Il me semble qu'en France et en Europe, on réfléchit beaucoup à une pédagogie du multilinguisme. Parce qu'évidemment, les classes aujourd'hui sont composées d'enfants qui parlent un très grand nombre de langues différentes, qui sont des langues qui ne sont pas nécessairement connues. Bien évidemment, un enseignant ne peut pas connaître 15 langues différentes dans sa classe. Donc, comment fructifier cet apport linguistique et culturel qu'apportent tous ces enfants? C'est mettre en œuvre une pédagogie du plurilinguisme. Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible. Bien évidemment, il faut savoir pourquoi on le fait, comment on le fait et avoir des outils. Alors là, je reviens tout de suite à Dulala, qui est l'association en France qui a été la première à donner un ensemble d'outils très riches pour mettre en place cette pédagogie du plurilinguisme. Par exemple, la boîte à histoires permet de raconter des histoires dans différentes langues. Et si l'enseignant ne parle pas ces langues, il peut inviter des parents ou différents acteurs ou demander aux enfants eux-mêmes, des enfants plus grands qui parlent ces langues, de venir raconter les langues. Donc, ce qui me semble intéressant dans cette pédagogie du plurilinguisme et les outils proposés par Dulala, c'est que ça permet de travailler l'entrée dans la lecture et l'écrit. Et ça, c'est ce qui est le plus important. À l'école, on sait que c'est l'apprentissage de la lecture et de l'écrit qui garantit des résultats scolaires plus tard. Or, c'est tout à fait possible une fois qu'on a les ressources, telles que la boîte à histoire ou bien faire écrire les enfants des kamishibai plurilingues. Ce genre de ressources permet de travailler avec les enfants dans la classe, de travailler avec les différentes langues en s'aidant de ces ressources ou de personnes qui pourront utiliser ces ressources. Et c'est ça une pédagogie du plurilinguisme. C'est pas du matin au soir enseigner 15 langues différentes. C'est pas ça. C'est donner une place au travers d'activités que l'on fait, quand on peut le faire, aux langues que les enfants parlent ou que les enfants, avec lesquelles les enfants sont en contact dans leur famille. Donc voilà.
C'est une transformation de la pédagogie qui est encore très monolingue. Je pense qu'il faudrait former les enseignants à ne pas avoir peur de toutes ces langues et ce multilinguisme et tout simplement se dire bah, moi je ne connais pas telle langue, mais je peux me reposer sur les ressources de Dulala, les ressources de mes élèves, les ressources des parents, etc., etc. et laisser toutes ces langues rentrer dans la classe. À l'échelle d'une ville comme New York, bon, certes c'est une très grande ville, mais on voit aujourd'hui ces filières bilingues, elles sont proposées en une vingtaine de langues. Donc on arrive finalement, tout dépend bien sûr de l'endroit où on va habiter dans la ville, il y a un système de carte scolaire qui est en place, mais on a des programmes en espagnol principalement, ensuite en chinois, en français, arabe, italien, allemand, polonais, hébreu, ourdou, bengalais, coréen. Enfin, là, on se retrouve, finalement, toutes les familles ont accès dans le système public, encore une fois, à cette offre et à cet enseignement, ce qui, finalement, est parfait. Je veux dire, on a juste à s'installer dans le quartier en question quand c'est possible pour avoir accès. Et à l'échelle du pays, on retrouve ces filières qui sont proposées dans un plus grand nombre de langues, même des langues natives américaines, en Navajo, en Ojibwe, en Cherokee, même en langue des signes, on trouve des programmes bilingues en langue des signes. Oui. Pour répondre à la question, il faudrait simplement qu'on ait suffisamment de programmes de ce genre, accessibles, surtout dans les grandes villes, mais pas que dans les grandes villes. D'ailleurs, on trouve des tas d'exemples dans les milieux ruraux qui font qu'on peut arriver à construire, même à moindre échelle, toujours en offrant une espèce de diversité de langues, des filières comme ça qui vont aider tout type de familles. Je voulais te demander, Fabrice, est-ce que ces écoles ont du mal à recruter des enseignants? Parce que c'est une question qui est souvent posée en France. Oui, c'est bien l'enseignement bilingue, mais où est-ce qu'on va trouver les enseignants? Les enseignants en France, comme tu le sais, dans le secondaire, sont formés dans une discipline scolaire, en physique ou en maths, et ils ont un CAPES ou une agrègue de maths, mais ils n'ont pas un CAPES ou une agrègue d'anglais. Ils se sentent pas, beaucoup d'enseignants ne se sentent pas à l'aise pour enseigner dans une langue, leur discipline dans une autre langue. Est-ce que vous avez du mal dans ces programmes à recruter des enseignants? C'est un des enjeux, hein, et beaucoup d'ailleurs, malheureusement, utilisent ce manque d'enseignants comme une excuse pour ne pas faire de programme bilingue. Alors moi, j'ai toujours été à l'encontre de ça. Je pense que c'est en créant qu'on va réussir à trouver et ensuite à rassembler, plutôt que de ne pas créer. Et c'est comme ça qu'on a commencé ici, avec le programme bilingue à Brooklyn, en français, appelé 58, où d'ailleurs on nous disait vous ne trouverez jamais les enseignants, mais figurez-vous qu'on a trouvé l'enseignante formidable, Marie Bouteillon, qui nous a ouvert la première filiale francophone de New York. Ça a été l'explosion de joie, tout le monde a voulu mettre ses enfants dans cette école, si bien que l'année suivante, on a ouvert une deuxième école, et là, une troisième école, etc. Et des profs sont venus, et des profs se sont formés, même des parents sont devenus profs. On a dû ouvrir un master dans une université de la ville de New York pour pouvoir former tous et aussi les certifier. Bref, je pense qu'il faut faire attention. Bien sûr qu'il y a un déficit. Je pense à un État en particulier. Je vais poser une petite question d'ailleurs à Anna et Christine. Quel est, à votre avis, l'État aux États-Unis qui domine, qui révolutionne l'enseignement bilingue, les filières bilingues aux États-Unis en ce moment? Je crois que je sais, c'est le Utah, n'est-ce pas? Exactement, on ne peut pas te coller, je vois que tu connais tout. C'est l'Utah. L'Utah qui est un État enclavé, certains vont dire oui, mais l'Utah, c'est les Mormons, etc., le prosélytisme. Ben c'est pas que ça, c'est un État qui investit massivement dans l'éducation bilingue et qui, dans tout un tas de langues, et qui veut finalement rendre ses futurs citoyens, des citoyens du monde, multilingues et aussi compétitifs. Et là,
pour eux, ils ont développé toute une stratégie pour former des profs, pour faire venir des profs d'un peu partout au monde, en signant des accords, en donnant des visas, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de stratégies possibles pour aussi pallier au déficit de profs. Je voudrais réagir à un commentaire que j'ai vu venir de quelqu'un qui nous écoute et qui dit que les DNL se généralisent en France. Alors, je suis entièrement d'accord, mais voyez-vous, c'est un petit peu ça le problème de l'enseignement bilingue en France. On parle de DNL, mais est-ce que tous les parents en France savent ce que c'est que la DNL qui veut dire, tu sais ce que c'est? Tiens, moi, à mon tour de te poser une question, Fabrice, tu sais ce que c'est que la DNL? Je sais ce que c'est, et si je suis interrogé, je dirais que c'est une discipline non linguistique. Tu as raison. Alors, voilà, moi, c'est un terme personnellement que j'aime pas beaucoup, mais qui est très utilisé, parce qu'il me semble que, d'abord, toutes les disciplines qu'on enseigne à l'école sont linguistiques. Tout implique la question des langues. Mais voilà, on parle des DNL, mais en fait, cet enseignement des mathématiques en anglais, en allemand ou en espagnol, ou de la physique, hein, on appelle ça section européenne, section internationale, section... C'est ça que dans mon livre sur l'éducation bilingue en France, j'ai essayé de mettre de l'ordre là-dedans et pour moi d'inclure tout ça dans ce que j'appelle l'éducation bilingue. Hein. Voilà, alors c'est vrai que ça se généralise, mais je trouve, si vous voulez, que apprendre les mathématiques en anglais et en français, c'est bien, c'est beaucoup mieux que d'apprendre seulement les mathématiques en français, mais ça ne suffit pas parce que les programmes que tu as présentés, Fabrice, ce sont des programmes à 50%, comme les programmes des langues régionales en France, c'est 50-50. Et pour moi, il me semble qu'il faut qu'il y ait à peu près cette moitié, ou disons à peu près la moitié, ou au moins 40% de l'enseignement qui se fasse dans les deux langues, ou dans plusieurs langues d'ailleurs. Il faut que ce soit... plus général, plus important, l'exposition à la langue de l'autre langue soit plus important que dans une discipline seulement. Mais c'est bien dans une discipline, hein, je ne critique absolument pas, mais il faut le développer davantage. Et surtout, ces DNL, il faut dire aussi que c'est un enseignement principalement dans les langues européennes dominantes. Hein. Il y a très peu de DNL en ourdou ou en arabe ou en langue des signes, par exemple, hein, pour parler d'autres langues. Hein. Voilà. Beaucoup de questions aussi autour de la formation des enseignants dans les dispositifs bilingues. Hein. Oui. Comment s'y prendre? Comment mettre en place, quelle formation mettre en place, initiale et puis continue pour les enseignants qui travaillent dans des dispositifs bilingues? C'est une question très importante, c'est de former des enseignants. Ce qui est un petit peu compliqué en France, c'est notre système de concours. Donc, par exemple, à l'INSPE d'Alsace, on forme des enseignants à l'enseignement bilingue français-allemand hein, pour répondre à la demande des parents. D'ailleurs, je dois dire qu'on n'arrive pas à répondre à la demande des parents. Mais c'est une formation qui a lieu en même temps que la formation pour les enseignants monolingues. Et il me semble que là, il faudrait vraiment, dans la formation continue, proposer davantage. Il existe ce qu'on appelle des DU, des diplômes d'université sur l'enseignement bilingue, mais ça reste à développer, qu'il faudrait développer dans la formation continue pour que les enseignants puissent avoir leur formation de base qui leur permet d'enseigner dans n'importe quelle classe monolingue. Et puis ceux qui s'investissent vraiment dans le bilinguisme, avoir peut-être une année supplémentaire de formation ou des possibilités de formation, même en ligne par exemple, hein, spécifiquement sur la pédagogie du bilinguisme et ou la pédagogie du plurilinguisme. Se développent ici de nombreux masters en éducation bilingue aux États-Unis. Et d'ailleurs, ils ajoutent des modules, soit en français, soit en espagnol, ou d'autres langues d'ailleurs, en plus de ces fondements théoriques. Et ça se développe, ça existe déjà depuis très longtemps, hein, mais on sent de toute façon que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus d'étudiants et de futurs enseignants. Sur les ressources autour de l'éducation plurilingue que vous pouvez trouver, on a dit à Dulala, mais aussi chez d'autres acteurs du plurilinguisme. Alors, je pense à Elodil, qui est une association canadienne qui a développé des outils, des ressources
extraordinaires depuis très très longtemps et que vous trouverez sur leur site internet elodil.org, il me semble. Il y a également le CASNAV de Besançon qui est très très actif sur ces questions d'éducation plurilingue. Je pense notamment également à un site internet qui vient d'être lancé qui s'appelle Bilem, sur les bilinguismes dès la maternelle. Et puis sûrement d'autres acteurs existent également. Djulala ne détient pas le monopole de l'éducation plurilingue, heureusement d'ailleurs. Il faut que cette question soit reprise par un très grand nombre d'acteurs parce qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà. Alors, on va parler de Kamishibai plurilingue. Le Kamishibai est une technique narrative qui nous vient du Japon et qui permet de raconter des histoires au format du Kamishibai, c'est-à-dire des planches qui vont se glisser dans un castellet en bois, comme vous le voyez dans la photo. Et c'est un outil qui permet de mettre en place une pédagogie de projet autour du plurilinguisme qui est absolument extraordinaire, parce qu'on y travaille à la fois l'écriture, la lecture, l'ouverture sur le monde avec une pluralité des langues qui peuvent s'intégrer dans les histoires, parce que à Djulala, depuis 2015, nous avons lancé un concours permettant aux enfants d'imaginer des histoires collectivement, en intégrant 4 langues au moins au statut varié. Donc, ce qui peut être très intéressant dans les dispositifs bilingues, on travaille les 2 langues apprises à l'école, mais en ouvrant aussi sur l'ensemble des langues des élèves, des familles et puis des acteurs éducatifs, les ATSEM, les personnes qui font le ménage, les acteurs du périscolaire, par exemple, etc. Et puis, pour ceux qui ne travaillent pas dans des dispositifs bilingues, mais qui ont envie de mettre en place une éducation ouverte sur les langues et cultures des enfants, et ben, c'est aussi une façon assez simple, ludique et très efficace pour le faire. Et alors, si vous voulez plus d'informations sur ce projet d'écriture et d'illustration plurilingue, je vous invite à découvrir le site kamilala.org. Il y a déjà une dizaine de porteurs de projets dans le monde qui organisent des concours de Kamishibai plurilingue. Et puis, si vous souhaitez aussi aller plus loin et vous former sur ces questions, maintenant, des formations en présence, c'est un peu compliqué, mais nous avons une plateforme des formations à distance, donc qui vous permettrait de découvrir, explorer et creuser toutes ces questions liées à l'éducation bilingue et plurilingue. Donc, n'hésitez pas à découvrir tout ça sur notre site internet. Et puis, un petit sondage pour la fin. Quel mot vous inspirait ce webinaire? Fabrice, merci vraiment énormément d'avoir
animer ces webinaires. Et puis, merci Christine d'être toujours là. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir Christine. Au revoir. Merci Fabrice, merci Ah. Anna, et au revoir à vous aussi. Et on continue de réfléchir et de travailler sur toutes ces questions.